Nous sommes en guerre. Si vous écoutez ce message, vous êtes la résistance. Eh bien, chers amis, bienvenue sur Divergence Poétique. Si vous écoutez ce message, eh bien, il n'y a plus de résistants. Nous sommes mardi à l'heure où nous enregistrons avec Claude janvier 7 épisodes. Bonjour Claude d'ailleurs. Bonjour Alexis. Il n'y a plus de résistants, je vous le dis depuis hier, puisque l'Union européenne, la dictature européenne a frappé. Notre ministre des Affaires étrangères, honteusement, est monté au micro des plateaux eh bien voilà, nous en Europe c'est comme ça, on finance les bandéristes et on interdit de territoire les patriotes, c'est comme ça. Que peut-on dire? Voilà, malheureusement j'ai l'impression que pour une fois à la fin du film c'est pas le bon qui gagne, Claude. Ah mais de toute façon le problème c'est ça, c'est que quand l'État a décidé de faire de la répression, ils emploient les gros moyens et c'est inadmissible, hein, mais malheureusement j'allais dire c'est pas nouveau, hein. J'ai vécu ça, bon c'est pas le sujet, mais j'ai vécu ça il y a longtemps. Je me suis rendu compte que l'État, quand s'il met les moyens pour te faire taire, il peut le faire. Et malheureusement, voilà. Alors, ceci étant, c'est impensable quand même qu'en 2025, ça soit encore le cas. C'est-à-dire qu'on puisse avoir de plus en plus de répression au niveau juste de ses opinions et de ses considérations et surtout de ses investigations. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu dénonces quelque chose, ce qui mérite de l'être, et que tu n'obéis pas à la doxa gouvernementale, tu t'en prends plein le museau. Et tu te dis, au bout d'un moment, ça va, quoi. On est à liberté d'expression, c'est une république ou... Non, de toute façon, la France est une république bananière. Et puis l'Europe, de toute façon, l'Europe est en totale déliquescence. Donc, écoute, voilà. C'est impensable et inadmissible. Absolument, et tristement, nous avons basculé dans cette fameuse dictature qu'on critique et qu'on reproche à la Russie de Poutine, à la Chine de Xi Jinping, à ces pays africains auxquels on dit, bah voilà, ce sont des simples dictatures africaines avec beaucoup de mépris. Eh bien, nous, en Europe, il n'y a ni tribunal, ni moyen de se défendre. Voilà, il n'y a pas de présomption d'innocence, ni rien qui existe. Il n'y a même pas de vote. C'est une décision. Ah oui, oui, c'est une décision. Voilà. C'est une décision autocratique et technocratique. C'est ça. C'est ça. Ben non, mais. Et c'est une décision qui est au-delà de la honte qu'elle apporte sur la France, et je suis désolé de le dire, avec beaucoup d'énervement et de colère. C'est honteux pour notre pays. C'est vraiment un sale moment que nous vivons. Mais ceci étant, c'est une porte ouverte qui vient d'être faite à tous et à toutes qui voulaient aujourd'hui commenter l'actualité peut-être différemment de ce qui est mis dans les médias de grand chemin, qui eux suivent effectivement la doctrine imposée par l'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut même imaginer que quel que soit le média qui soit, du simple influenceur comme l'est Xavier, aux petits médias comme nous, Divergence, ou même aux gros médias, à partir du moment où on n'utilisera pas le langage qui est imposé et demandé par l'Union européenne et par la France de Macron, eh bien, on pourra à tout moment, sur une simple décision, être banni de notre propre pays. Voilà. Les droits de l'homme et les citoyens. Mais nous sommes dans le camp du bien et c'est une démocratie. Voilà, c'est ça qui me fait doucement rigoler. Voilà, n'est-ce pas? La démocratie, d'ailleurs, nous a jamais rien apporté à part l'inflation et l'impôt sur le revenu et encore plus d'États policiers. Et nous le voyons de toute façon bien étalé dans toute sa splendeur, si je peux m'exprimer ainsi. Inadmissible. Absolument. Eh bien, alors, bon, on va revenir sur notre émission, Claude, dans ce 100% janvier. On va faire la petite rubrique, la petite chronique de presse habituelle que tu as repérée cette semaine. Alors, excusez-nous, hein, je suis en déplacement, je suis à Strasbourg. Donc, on n'a pas pu préparer l'émission comme habituellement avec les articles, les incrustations, écran, les vidéos, etc. Donc là, on va faire du old school, les amis. Mais c'est pas grave, après tout, c'est tout à fait bien. Claude,
C'est la magie du direct, écoute, Voilà. Alexis, c'est de la magie du direct. Du Voilà, bon presque bah, direct. On va revenir aux bases et on va revenir aujourd'hui avec ce premier thème. Donc, naturellement, tu pars toujours de la France en premier. Tu ouais. voulais parler de la dermatose nodulaire, témoignage notamment de Jean-Marc Sabatier. Voilà, parce qu'effectivement, ça fait couler beaucoup d'encre, aussi bien dans les antiques, dans les pros. Et à un moment donné, ben, faut remettre un peu les choses à leur place. Comme dit le proverbe en français, faut remettre l'église au centre du village. Et en fait, voilà. Donc c'est un extrait d'un écrit de Jean-Marc Sabatier, qui n'est quand même pas n'importe qui est un chercheur au CNRS, qui est diplômé, qui est un véritable scientifique et qui n'est inféodé à personne, c'est-à-dire pas à un grand labo pharmaceutique ni à rien. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Donc voilà ce qu'il déclare, et je le cite in extenso à propos de la dermatose nodulaire contagieuse, DNC. Alors, la dermatose nodulaire contagieuse des bovins est une maladie virale due à un capripsovirus. Excusez-moi pour la prononciation, mais c'est un peu compliqué. Proche des virus de la variole, entre parenthèses, ovine et caprine. Les principaux vecteurs de transmission sont les moustiques, les tans et les mouches piqueuses. Dans une moindre mesure, la transmission virale peut se faire par des sécrétions et lésions cutanées. La période d'incubation virale est généralement de 4 à 14 jours jusqu'à 28 jours. La maladie se traduit par l'apparition de nodules et de lésions cutanées, et entre parenthèses, et des muqueuses, des œdèmes et un amaigrissement des bêtes. Le virus est actuellement présent en Afrique, en Asie, entre parenthèses Chine, Inde, etc., au Moyen-Orient et en Europe de l'Est, et maintenant en France. L'abattage systématique des vaches en raison de la dermatose nodulaire contagieuse peut être considéré comme un scandale pour plusieurs raisons qui sont à la fois scientifiques, éthiques, économiques et sanitaires. La maladie est bénigne dans la majorité des cas et entre parenthèses est rarement mortelle. Le taux de mortalité est souvent inférieur à 1%, même sans traitement. Dans la majorité des cas, les vaches infectées guérissent spontanément en quelques semaines. Les lésions cutanées peuvent être spectaculaires, mais sont non graves dans la plupart des cas. Le virus n'est pas zoonotique. Entre parenthèses, il ne se transmet pas de l'animal à l'homme. Aucun cas de transmission à l'homme n'a jamais été documenté. Il n'y a donc pas de risque pour la santé publique humaine, entre parenthèses, la DNC, n'affectant que les bovins. Des mesures alternatives existent, dont l'isolement temporaire des animaux malades, des traitements symptomatiques combinés, entre parenthèses, par exemple une combinaison d'ivermectine, d'antibiotiques et d'analgésiques. Voilà, et ça c'est signé Jean-Marc Sabatier, chercheur au CNRS, et c'est plein de bon sens. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a une vache infectée qu'automatiquement, il faut flinguer tout le troupeau. Alors à ce moment-là, quand un député tombe malade, qu'est-ce qui se passe dans l'hémicycle? Il faut éradiquer l'hémicycle ou non? Mais c'est un gag, mais malheureusement, là, c'est pas un gag. Quand je vois la répression policière qu'il y a eu en Ariège, ils ont envoyé plus de CRS que ils n'en envoient pas autant dans les quartiers dits sensibles, parce que les points de deal, là, ils n'y rentrent pas. Hein. Mais là, ils ont envoyé les chars Centaures, hein, équipés de mitrailleuses. Non, ils ont envoyé vraiment du lourd. Du lourd pour contraindre un éleveur et des éleveurs à abattre leur cheptel. Honte à, déjà à tous ces forces de l'ordre qui obéissent sans sourciller. Honte aux vétérinaires qui ont accepté ce carnage, parce que là aussi, il faut être droit dans ses bottes pour accepter ça. Moi, j'aurais été vétérinaire, je n'aurais jamais accepté ça. Et je crois qu'il y a 70 vétérinaires qui ont refusé de le faire. Et malheureusement, ils se sont fait rabrouer pas mal, etc., etc. Donc voilà pour mettre les choses au point sur cette dermatose nodulaire. Voilà. Mm. Bon, eh bien, deuxième point, tu veux nous parler aujourd'hui. Eh bien, tu veux nous parler de Le Cornu qui a décidé de faire des grandes économies d'État. Alors, des énormes économies d'État. Il va vraiment, là, pour le coup, arrêter de gaspiller puisqu'il a décidé, Le Cornu, qu'il fallait mettre un terme aux cartes de vœux en papier dans les administrations. Absolument. Absolument, voilà, c'est tout frais, ça vient de sortir. Sébastien Lecornu l'a annoncé officiellement. À partir de 2026, terminer les cartes de vœux papier, aussi bien à l'hôtel Matignon que dans tous les ministères. Alors évidemment, les bons toutous
bureaucratiques et technocratiques se sont empressés de dire oui, bon, bah, c'est pas grave, on enverra nos cartes de vœux effectivement par le net. Bon, il n'y en a pas un qui va aller évidemment à l'encontre du Big Boss. Hein, voilà, faut surtout pas contredire Jupiter numéro 2. Celui, c'est Jupiter numéro 2. Le premier étant évidemment Emmanuel Macron. Mais tout ça, moi, ce qui me fait hurler de rire, c'est que ce qui est agité, c'est réduire le train de vie de l'État. Non, mais là, c'est carrément du foutage de gueule. Mais vraiment du foutage de gueule parce que le leader, quand même, de la carterie européen qui s'appelle Henri Condamine, président du groupe Editor. C'était lui, donc, je parle au passé parce que c'est fini pour lui, c'était lui qui fournissait les cartes de vœux, les 5000 cartes de vœux donc, destinées au ministère. Il a été interviewé par les Échos. Et là, il est quand même pas très content. Il dit quand même faire des cartes de vœux, le bouc émissaire excessif de dépenses de la France, du budget de l'État, c'est hallucinant. Enfin, c'est pas crédible, c'est ahurissant, quoi. Parce que selon lui, les volumes concernés sont dérisoires. Effectivement, ça représente quoi? Ça représente quelques milliers de cartes, soit, en fait, soit 0,5% de notre production annuelle à nous, éditeurs de cartes de vœux dans l'Europe. Donc, il dit quand même, c'est vraiment un faux problème. Il faut arrêter. Ça, il le dit pas, mais en gros, il faut arrêter de nous prendre pour des. Bon, bah, t'as compris, quoi. Je vais pas dire le mot. Voilà. Tu veux dire pour des cons, quoi, en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça. Tu l'as dit à ma place. Exactement. Alors, bon, ceci dit, tu as raison. Bon, c'est du populisme absolu dans le discours. Mais ceci dit, est-ce que c'est vital une carte de visite en 2025 à l'heure du digital? On peut se Non, poser quand même c'est vrai aussi que la c'est. Non, question. non, mais je suis d'accord avec toi. C'est pas vital la carte de vœux en 2026. Mais c'est ce qui est agité derrière qui me fait renacler, si tu veux. Qu'ils le suppriment, pourquoi pas, mais qu'ils en fassent pas tout d'un coup des violons, Bon, du de pipeau, manière du ostentatoire. violon, et qu'ils fassent pas une annonce en disant oui, c'est pour Mm. réduire les dépenses de l'État. Faut Mm. arrêter. Faut Alors arrêter les justement, conneries. en parlant de dépenses de l'État, tu voulais nous parler justement du financement de l'audiovisuel public, public et privé d'ailleurs. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est Media One. Media One, donc c'est Mathieu Pigasse derrière. Hein. Mathieu Pigasse, et il y a 1 milliard quand même d'euros de production de l'audiovisuel public. Est-ce que ça finance en fait des producteurs militants comme Media One et d'autres? Alors, pour rappeler un petit peu qui est Mathieu Pigasse. Mathieu Pigasse, c'est un banquier. Il est passé par la banque Lazare quand même, pas n'importe quelle banque. Hein. Il est aujourd'hui propriétaire et dirigeant des Inrecuptibles de Radio Nova, la radio gaucho bobo, plus gaucho bobo que Radio Nova, tu trouves pas. Il est actionnaire du Monde, enfin Media One, hein, et du Youth Post. Et il dit que de toute façon, il faut mettre les médias qui contrôlent le combat des fake news et des mauvaises informations. Donc, il faut mettre les médias au service d'une conception ouverte sur le monde progressiste. Ça, je te cite in extenso Mathieu Pigasse. Alors maintenant, là où ça fait un peu plus grincer des dents, c'est qu'il y a un député qui s'appelle Charles Aloncle. Oui. Bravo à lui. On avait interviewé sur cette chaîne d'ailleurs, Charles. Ah bah voilà, il est rapporteur de la commission du 25 novembre, date du 25 novembre 2025. C'est une commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Mm. Et il met en cause, donc Charles Aloncle, les liens entre les services publics d'ailleurs et certains producteurs privés engagés politiquement, tels que Mathieu Pigasse. Mm. Et c'est là où on voit bien on est projeté vers dans l'état profond français, c'est-à-dire Mm. le mélange entre le public et le privé, qui ne devrait absolument pas être. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand même, il ne s'agit pas de juste quelques milliers d'euros. Hein. Déjà, la Cour des comptes avait pointé il y a quelque temps qu'il y a eu 80 millions d'euros de déficit supplémentaire pour France Télévisions entre 2017 et 2024. C'est pas rien, 80 millions d'euros de déficit. Hein. Mhm. Et maintenant, la commission d'enquête va s'attaquer aux gabegies financières les gabegies financiers, pardon, relevés ces dernières années.
Parce qu'en réalité, il y a eu 700 millions d'euros consacrés à la rénovation, tiens-toi bien Alexis, de la maison de la radio à Paris. 700 millions de travaux. Quand on aime, on compte pas, Claude. Ouais, non mais là tu te dis, ça va la gabegie quoi quand même, hein. À un moment donné, il faut peut-être arrêter quoi, hein. Et Écoute, après, tu peux pas être on journaliste de gauche et ne pas avoir un beau bureau. Je suis désolé, c'est pas possible. Il faut un beau bureau pour bien travailler quand tu es à gauche et faire de la ouais, bonne propagande quand même. Bah, ouais, voilà. ouais, c'est vrai qu'ils vont pas se contenter d'un bureau IKEA quoi. Il leur faut un bureau en tech, voilà, en bois exotique, cher et cetera. Ouais, Voilà. bon, enfin voilà. Donc voilà, c'est assez honteux, mais malheureusement, ça existe vraiment. Voilà, cette collusion entre le public et le privé qu'on appelle l'État profond. C'est ça l'État Voilà. profond. Et en parlant d'état profond, bah, justement, tu voulais aussi qu'on aborde la question de Brandt. Ah là, Ouais, finalement, Brandt, c'est la fin en France, en tout état de cause, puisque c'est l'entreprise est malheureux, hein. exploitée à l'étranger. Et c'est une décision qui a été annoncée donc semaine dernière, donc à quelques jours, on peut le dire, des fêtes de Noël, où du jour au lendemain, 750 salariés de l'usine Ouais. Brandt en France, alors je ne sais plus, je crois qu'ils sont dans le Nord, hein, sauf erreur de ma part, Orléans, euh, à Orléans. Orléans, pardon, voilà, se sont retrouvés effectivement à la rue, sans travail. Merci, au revoir, et surtout, bonne fête de Noël. Eh ben oui, c'est ça qui est honteux, c'est que en réalité, ça tombe pile poil, mais alors juste 10 jours avant Noël et après la fin de l'année. 700 familles vont quand même passer un réveillon de Noël morose et très triste, parce que quand tu perds ton emploi comme ça d'un seul coup, Mm. c'est quand même pas top. Alors qu'en réalité, d'après le président de la région du centre Val-de-Loire, ça aurait pu être sauvé, et d'après aussi le maire d'Orléans aussi. Oui. Parce que Qui ce est qu'il passé faut sur beaucoup de comprendre, plateaux, hein, d'ailleurs, le maire pardon? d'Orléans. Le maire d'Orléans qui est passé sur beaucoup de plateaux télé pour Ouais, expliquer sa colère parce que visiblement, il y avait effectivement ouais, notamment une offre de reprise qui était soumise par les salariés de Brandt et ouais, qui obtenait en tout cas une partie de financement, notamment ouais, régionaux et d'État, ouais, euh, qui tournait autour du budget nécessaire pour une c'est bonne ça. continuation de l'activité. C'est ça? C'est ça, c'est tout à fait ça. En fait, il manquait 4 millions d'euros. 4 millions d'euros, c'est rien. Ça Sur veut dire 25 que millions. les banques auraient très bien pu trouver cet argent, leur prêter, le Mm. prêter à cette scope, hein, et faire en sorte que Brand continue. D'autant plus que Brand pouvait continuer, peut-être pas forcément dans l'électroménager, mais il y avait d'autres secteurs où Brand pouvait continuer. Là, ce qui est quand même un peu fou, c'est que avec Brand s'éteint aussi trois autres marques, c'est-à-dire Vedette. On s'en Mm. souvient. Enfin, moi, quand j'étais gamin, Vedette, je connaissais Sauter et Mm. deux Dietrich qui étaient réputés. Moi, je me rappelle quand j'étais gosse et même plus tard, deux Dietrich était vraiment considéré comme du matériel solide, fiable, haut de gamme, etc. Donc, Oui. on a quatre marques d'électroménager qui s'éteignent, et ça à cause de banques qui n'ont pas voulu effectivement suivre, et qui évidemment ont préféré laisser couler une entreprise et mettre 700 familles sur le carreau. Alors le maire Alors, d'Orléans a eu quand même, 700, il a piqué. 750 familles. Et alors, la marque n'arrête pas. Il faut être précis sur les termes. Brandt continue, mais par le biais de sa production à l'étranger. Ah oui, d'accord, ok, oui, mais oui, voilà, oui, oui, c'est vrai. Mais Donc, les Français sont malheureusement, virés et les machines à laver sont construites, alors je ne sais où, dans un pays beaucoup plus propice à la main-d'œuvre bon marché. absolument. C'est-à-dire qu'il y a encore des gens qui vont être exploités Mm. dans des pays avec des salaires de misère. Ben voilà, c'est l'esclavage des temps modernes. Alors le maire d'Orléans a quand même eu un coup de gueule. Il a lâché, avec au micro, hein, de certains journalistes. Il a dit, il était très en colère. Il a dit, et je cite ces termes: j'en ai ras-le-bol de ce pays à la con. Il l'a dit, et il a raison. Là, j'avoue, je le connais pas, mais je suis absolument d'accord. Moi aussi, je commence à en avoir ras-le-bol de ce pays à la con. Voilà, Mm. ça commence à devenir vraiment, ça va bien, quoi. Ça va bien. Mm. Alors, un autre sujet que tu as voulu mettre dans cette émission, c'est la question des chauves-souris qui font disjoncter EDF et notamment le projet éolien en Isère. Oui,
Ben pour une fois, alors pour une fois, en général, je sabre beaucoup tous ces projets écolos. Là, je reconnais que pour une fois, la préfète de l'Isère, bravo, elle a fait un rapport détaillé, concis, interdisant donc la construction de ce nouveau parc éolien. Mais ça n'a pas été sans mal. En réalité, c'est qu'il a fallu quand même l'entêtement en dessous d'un commissaire enquêteur, un gros travail de commission d'enquête, des services de l'État quand même qui s'y sont mêlés, la DREAL notamment, l'accès à une expertise robuste, etc. Et enfin, que ça soit ordonné par le tribunal administratif. Mmh. Ça n'a pas été sans mal, mais pour une fois, je m'incline. Bravo à tous ces gens. Ils ont réussi à faire plier ce gigantesque parc éolien pour protéger, je crois, 25 ou 30 espèces de chauves-souris omniprésentes dans la région de Grenoble, puisqu'on parle de l'Isère. Mmh. Mmh. Donc, bravo. Et mon seul souhait, c'est que ça continue, qu'il y ait un maximum de parcs éoliens qui soient interdits, parce que ça commence à bien faire. Il y en a un qui me fait un gros souci, et pas que moi d'ailleurs, tous les riverains se font beaucoup de soucis. C'est le parc éolien marin qui va se faire construire, qui va être construit, pardon, au large de la baie de Quiberon. Et là, ça va être dantesque au niveau du paysage et au niveau même de la pollution, etc., etc. Mmh. Donc, plus il y aura effectivement de projets éoliens qui vont s'arrêter, et mieux Voilà. ce sera. Bravo les chauves-souris. Voilà, donc bah, écoutez, il faut lâcher des chauves-souris à côté de tous les sites en construction. Tu as voulu aussi nous parler un petit peu de la collaboration avec la police et la CAF, qui est complice notamment, de la Ouais, répression politique des allocataires. Alors raconte-nous ça, c'est ouais, un petit peu ouais, fou. ouais. Et là, ça fait grincer un peu des dents parce Oui. qu'il y a eu une enquête, pardon, choc de la Quadrature du Net qui a révélé quand même une collaboration inquiétante entre la CAF, donc la Caisse d'allocation familiale, et la police sous l'ère macroniste, hein. Mmh. Et c'est quand même une première. Donc, c'est un député LFI qui a dénoncé l'utilisation des données de la CAF pour uniquement réprimer les opposants politiques, notamment les gilets jaunes. Donc, c'est une pratique effectivement qui est grave et totalement illégale. Ça, nous sommes d'accord. Il y a deux journalistes qui ont vraiment enquêté sur le sujet, ce sont deux femmes, Lydia Menès et Sarah Duyeux, et elles ont découvert qu'en fait, que des milliers de contrôles de la CAF sont déclenchés uniquement sur demande policière. Et ces contrôles visent des individus pour leur activité politique, pas pour la fraude présumée. Voilà, donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ça qui est fou. Bah, tout à l'heure, on parlait de la France qui était devenue donc un pays dictatorial. Bah, voilà, c'est une preuve de plus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la CAF, eh ben, sous des prétextes fallacieux de traquer la fraude, traque les opposants politiques. Bienvenue dans notre république bananière, où la liberté d'expression maintenant est réduite à peau de Mmh. chagrin. Voilà. Autre dossier français national, tu as souhaité nous parler un petit peu de l'eau du robinet impropre à la consommation. Ouais, alors ça, c'est un dossier santé. Je suis tombé dessus et j'en suis resté un peu sec, quand même, avec de l'eau du robinet. Parce que dans 20% des foyers en France, l'eau du robinet est impropre à la consommation. Alors, 20% des foyers en France, ça fait quand même beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que, en fait, il y a déjà donc des millions de Français qui boivent de l'eau du robinet qui est impropre à la consommation. L'eau du robinet est bourrée de pollution aux pesticides. Et ça, c'est quand même un rapport d'inspection interministériel qui vient de révéler quand même cette information sans trop l'ébruiter quand même. Alors, en réalité, le problème, c'est que la pollution aux pesticides, soi-disant, les pesticides, j'avais vu ça passer, se dégradent et après disparaissent comme ça, comme par enchantement. C'est magique, tu vois. C'est-à-dire, tu Mmh. saupoudres un champ de pesticides et hop, quelques temps plus tard, tu agites, tu mets une couverture dessus, tu enlèves la couverture et hop, il n'y a plus de pesticides. Ah, magique. Ouais, ben, c'est pas du tout ça dans la réalité. En fait, le problème, c'est que les pesticides vont se dégrader sous la forme de ce qu'on appelle des métabolites.
Et ces métabolites, on va les retrouver dans des eaux souterraines, dans les nappes phréatiques, et ensuite, ça se retrouve donc dans l'eau distribuée au robinet. Alors, c'est possible d'éliminer une partie de ces métabolites, mais avec des traitements qui coûtent une fortune. Donc là, l'État renacle. Alors, ce qu'a trouvé l'État, en fait, c'est simple. Il y avait des seuils limites. Eh ben, ils ont monté les seuils limites. C'est-à-dire que les seuils limites, à un certain niveau, il ne fallait pas les dépasser. Ah, bah alors là, on ne peut rien faire, donc on monte les seuils limites de gravité. C'est déjà bien l'escroquerie quand même. Alors, c'est complètement hypocrite quand même quand tu regardes le truc. Alors ensuite, sur quoi s'est basé l'État pour prendre cette décision absurde, si tu veux, de passer et d'augmenter le seuil de soi-disant de non-danger donc de ces pesticides? Eh bien, devine, Alexis, qui a été mandaté pour faire cette étude? Je te le donne en mille, mon ami. Syngenta. Ah, bah oui, on comprend mieux. Syngenta, c'est quand même le géant de Oui. l'agrochimie qui fabrique Mm. et commercialise une saloperie d'ailleurs de produits qui s'appelle, passe-moi le terme, chlorothalonil. Le chlorothalonil a été interdit en 2019, sauf qu'on retrouve toujours du chlorothalonil sous forme de métabolite, justement, et dans les nappes phréatiques. Et qui a fait cette étude pourrie pour démontrer qu'effectivement, bah non, tout va bien, on n'est pas contaminé, tout va bien? Eh bien, c'est Syngenta. Fantastique et fabuleux. Voilà. Alors, on va me dire, Alexis, il faudrait boire de l'eau en bouteille. Le problème de l'eau en bouteille, c'est qu'elle est tout aussi infestée malheureusement, de pesticides, puisque Nestlé s'était fait alpaguer à Mm. l'époque, je ne me rappelle plus en quelle année, mais c'est pas si vieux que ça, pour justement Perrier, Vitex et Vitel et Contrex. Donc en fait, en réalité, la solution, bravo, j'en ai pas beaucoup. Moi, je sais ce qu'on avait installé avec mon épouse, un robinet qui arrive au-dessus de l'évier, on avait installé un dispositif où l'eau passe effectivement dans un espèce de vortex et dans un charbon, Mm. dans un filtre à charbon actif Mm. qui est censé éliminer effectivement pas mal de résidus. Maintenant, est-ce que ça Bon, les élimine vraiment? moi, je pense qu'il reste une solution qui est encore plus efficace. Il C'est boire suffit du vin. d'arrêter de boire. Ou voilà, d'arrêter de boire de l'eau. C'est pas plus Ouais, mais compliqué que ça. arrêter de boire de l'eau, c'est quand même, tu l'avoueras, compliqué quand même, hein. Allez, en tout cas, on va passer au dernier point national. Tu as voulu nous parler un petit peu des indemnités des élus. Alors, une hausse notamment de leurs indemnités qui tombe à pic Bah, ça juste tombe à avant les pic. Ben municipales. oui. C'est marrant parce que toutes les hausses tombent à pic. Si tu regardes bien, c'est une constante. Quand Macron a commencé à faire ses déclarations de guerre contre un virus ou contre tout le monde ou contre le peuple ou contre la Fédération de Russie, il a augmenté la solde des généraux. Eh bien là, les députés, et ça a été voté à l'unanimité, ont décidé, évidemment sous les ordres de l'État d'indemniser les élus puisqu'en 2026, on va avoir les élections municipales. Donc, toutes les indemnités des élus locaux sont revalorisées. Elle n'est pas C'est belle, la vie? important. Alors, C'est ça va, très important. eh ben oui, tu sais, ça va concerner quand même 36 000 communes, hein. Il y a 36 Mhm. 000 communes en France, ou 34 ou 35. Moi, entre 34 et 36, je me souviens Mhm. plus du nombre. Et ce qui veut dire que quand même toutes ces revalorisations vont être estimées à un coût global quand même entre 50 et 55 millions d'euros. Ça va être beaucoup d'argent. Autrement dit, on est en train de graisser la patte aux élus pour leur dire, écoutez, voilà, 2026, on vous augmente. Donc en 2027, il faudra voter, bien entendu, le favori, le poulain que va mettre Emmanuel Macron au présidentiel. Voilà, c'est QFD, hein. Et tu vois le topo, quoi. Voilà. Non, on est toujours dans le meilleur des mondes en France. Alors, ceci dit, pour finir un petit peu cette revue hebdomadaire, cette revue de presse hebdomadaire, eh bien, on va partir un petit peu de la France pour une fois. Bon, enfin, ceci dit, on va pas partir loin, on va partir en Union européenne. Quand ce n'est pas l'un, c'est donc l'autre. On part pas L'Union loin. européenne, voilà, Ah, point de eh, non-retour franchi avec le russe notamment eh. le gel pardon, des 210 milliards d'actifs russes et toujours une troisième guerre mondiale en arrière-plan de tout ça. Qu'est-ce que tu en dis, mon cher Claude? J'en dis que donc les 27 pays membres ont activé l'article 122 du traité de l'UE. C'est une clause d'urgence prévue pour faire face à des circonstances économiques exceptionnelles. Voilà, c'est ça qu'ils ont agité.
pour geler effectivement les 210 milliards d'euros d'actifs russes de manière indéterminée. C'est-à-dire que c'est gelé jusqu'à quand? Dieu seul le sait, ou Dieu, ou Ursula seul le sait, et encore je ne sais pas. Donc tout ça pour dire que à chaque fois l'UE passe d'un cran au-dessus. Il faut quand même bien avoir conscience que l'OTAN, c'est la guerre, et la guerre, c'est l'OTAN. De toute façon, il n'y a rien à faire, hein. On peut le prendre par tous les bouts. Il y a quand même un sous-secrétaire du ministre de la Défense britannique, je ne sais plus comment il s'appelle, Alison Carnes, qui a déclaré il n'y a pas longtemps que la Grande-Bretagne et l'Europe doivent se préparer à la guerre dès maintenant, sans attendre. Et lui, il a quand même déclaré aussi que son pays était déjà en état de guerre avec la Russie. Wow, quand même. Voilà. Et je vais terminer sur quand même rappeler la déclaration de Mark Rutte, hein, le secrétaire général quand même de l'OTAN, qui est quand même qui a fait une déclaration quand même choc, puisqu'il a quand même dit que l'Europe c'est la prochaine cible de Moscou et que les pays de l'OTAN n'ont pas le temps et qu'il faut quand même qu'on se prépare à une guerre d'une ampleur comparable à celle de 39-45. Donc voilà, ça c'est Mark Rutte. Ah, quand même, petite précision, un petit rappel quand même. Mark Rutte, à l'époque où il était Premier ministre aux Pays-Bas, c'était quand même sous ses ordres qu'en novembre 2021, la police a tiré à balles réelles à Rotterdam sur les manifestants. C'est quand même le seul pays de l'Europe où la police a tiré à balles réelles sur des manifestants en novembre 2021. Voilà, tout couvert que c'était violent, donc il fallait calmer. Ouais, les mecs, ils ont tiré à balles de guerre. Quand même. C'était sous Mark Rutte. Voilà. Bah, tu sais, quand tu tires à balles réelles, au moins l'avantage, c'est que c'est beaucoup moins violent derrière, quoi. Il n'y a plus, il y a plus de, il y a plus de manifestants. Ah bah oui. Alors, il n'y a pas eu de mort, mais il y en a eu quand même 2-3 qui se retrouvent aux urgences quand même, hein. Ah, ils ont pas eu Oui, de bol. alors bon, sur les gilets jaunes, on a eu quand même aussi notre lot, même sans les balles réelles, Absolument. de drames, hein. Donc, bon, voilà. Absolument. D'une dictature à l'autre, pardon, d'un pays démocratique à l'autre, finalement, on retrouve à peu près les mêmes méthodes dans cette Union européenne qui vraiment commence à Oui, donner beaucoup d'erreurs. oui, voilà. Je vois ce que tu voulais dire et je suis d'accord. Allez, on se retrouvera en tout cas la semaine, pas prochaine, non, j'allais vous dire on se retrouve la semaine prochaine, mais pas du tout. C'est les fêtes de Noël. Il faut commencer à penser un petit peu, à se reposer, à se détendre. On a une année chargée. On aura une année 2026 qui sera celle du combat, les amis, hein, parce que désormais la guerre est ouverte. C'est soit la dictature absolue et c'est fini, on rend les armes, et eh bien soit comme dans Matrix, il faudra vraiment se poser la question, pilule bleue, pilule rouge, est-ce qu'on se réveille, c'est le grand réveil dont prônent les QAnon, ou est-ce que bah voilà, on s'endort définitivement, on plie à boutique, et puis le combat est perdu. Mais à mon avis, en 2026, il faudra vraiment qu'on se pose la question de savoir vers quel monde on avance, les amis, vers quel monde, quel est notre choix civilisationnel et politique pour l'Europe et pour la France, hein, parce qu'à ailleurs, l'Europe, on s'en fout maintenant. Revenons centrés sur nous-mêmes, franco-français. Absolument, Alexis, tu as tout à fait raison. Donc, on va se retrouver en début d'année 2026. En attendant, ben, je ne peux que te souhaiter, mon cher Alexis, un joyeux Noël et de bonnes fêtes donc de fin d'année. À tous nos amis internautes Voilà. qui nous écoutent, la même chose. Les amis, passez de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve en 2026, plus combattant que jamais. On ne lâche rien. Combattants et combatifs. Bonne année à toutes Absolument. et à tous.